Imaginez un homme enfermé dans un bureau au rideau tiré, Paris qui brûle autour de lui, des ministres qui hurlent, des cartes couvertes, de flèches noires envahissant la France, et une seule question sur la table: capituler ou continuer le combat? Il lui reste moins de 3 jours pour décider du sort de tout un pays. Cet homme, ce n'est pas Charles de Gaulle, ce n'est pas Philippe Pétain, c'est Paul Reynaud. Et ce moment, ce compte à rebours implacable, est l'aboutissement d'une vie commencée bien loin de ses bureaux ministériels, dans une petite vallée isolée des Alpes, où personne n'aurait parié un centime sur son nom. Pour comprendre comment on en arrive à cet instant où chaque minute compte, il faut revenir en arrière, très loin en arrière. Octobre 1878, dans la petite ville de Barcelonnette, coincée entre les montagnes, les nuits sont glaciales, les hivers interminables, et les rêves, eux, partent presque toujours au Mexique. Car ici, on grandit avec une idée fixe. Pour réussir, il faut partir. Des oncles, des cousins, des voisins disparaissent un matin, et quelques années plus tard, on apprend qu'ils tiennent des magasins à Mexico, qu'ils sont devenus riches en vendant des tissus, des machines, des nouveautés venues d'Europe. Le petit Paul, lui, ouvre les yeux dans cet univers étrange. Un village pauvre, mais hanté par les récits de fortunes lointaines, de retours triomphants, de maisons neuves aux façades trop brillantes pour cette vallée austère. Dans ses premières années, tout semble déjà jouer contre lui. La nature d'abord, l'hiver coupe la vallée du reste du monde, les routes sont des pièges de neige et de glace. L'économie ensuite, Barcelonnette vit au rythme des valises qu'on boucle et des lettres qu'on attend avec angoisse depuis l'Amérique. Et puis il y a la politique, loin, très loin. À Paris, cette ville dont on parle comme d'un autre univers, là-bas, on décide des impôts, des guerres, des traités. Ici, on se contente d'en subir les conséquences. Pourtant, dans les salles de classe fraîches, où l'odeur de l'encre se mélange à celle du bois humide, un maître prononce un jour une phrase qui va frapper l'enfant en plein cœur. En France, n'importe quel garçon peut, par l'école, devenir député, ministre, même président. N'importe quel garçon, même celui qui, comme Paul, rentre parfois chez lui avec les doigts gelés et les cahiers trempés de neige fondue. Là, quelque chose se met en marche. Pendant que d'autres rêvent de bateaux pour Veracruz ou de comptoirs à Guadalajara, lui seul semble fasciné par autre chose. Les journaux que l'on reçoit avec retard, ces feuilles imprimées où l'on parle de crises ministérielles, de scandales, de débats enflammés à la Chambre des députés, il les lit comme d'autres lisent des romans d'aventure. Les noms des hommes politiques deviennent ses héros ou ses ennemis imaginaires. Clémenceau, Briand, Poincaré, des silhouettes lointaines, mais qui occupent son esprit plus que les promesses de fortune mexicaine. Un soir, alors que la maison est plongée dans le silence, on le surprend à recopier dans un vieux cahier des extraits de discours. Qu'il a lus dans un journal froissé, il les déclame tout bas, en imitant la puissance d'une tribune qu'il n'a jamais vue. Ce n'est plus un enfant qui répète une leçon, c'est un futur orateur qui s'entraîne, seul, dans une vallée perdue. Le contraste avec le reste de sa famille est frappant. On lui explique que la voie est tracée. On part, on commerce, on revient riche, ou on échoue, et on reste là-bas, à jamais. Paul écoute, mais il ne voit pas son avenir dans les cargaisons de tissus. Il ne rêve pas de bateau, mais d'hémicycle. C'est une rébellion silencieuse, presque invisible. Il n'en voit pas tout valser. Il ne claque aucune porte. Il travaille toujours plus pour ouvrir une autre route, celle qui mène non pas vers le Mexique, mais vers Paris. Cette obstination calme est sa première arme. Sa première déclaration de guerre au destin qu'on voulait lui imposer, l'adolescent finit par quitter la vallée. Un beau jour où, dans la lumière blafarde du matin, on l'installe dans une diligence qui mettra des heures à rejoindre la gare la plus proche. Ce n'est pas encore l'exil glorieux vers l'Amérique, mais à ses yeux, c'est une rupture tout aussi radicale. Direction: Paris, la faculté de droit. Là, les contrastes sont violents. Il passe des paysages de mélèzes et de torrents aux grandes avenues rectilignes, du silence des hivers alpins au vacarme incessant, des tramways, des cris de journaliers, des vendeurs de journaux. Dans les amphithéâtres, il découvre un autre monde, celui des codes, des lois, des grandes théories sur l'État, le contrat, la responsabilité. Tout ce qui, un jour, pourra lui permettre non seulement de comprendre la machine politique française, mais surtout de l'influencer.
Paul Reynaud n'est pas un étudiant brillant par naissance. Il n'a pas le nom d'un grand lycée parisien imprimé sur le front, ni un réseau de famille dans les ministères. Il a quelque chose de plus brutal, la peur de devoir revenir bredouille dans sa vallée. Alors il avale les cours, il lit plus qu'on ne le lui demande. Il observe, il remarque vite que le droit, ce n'est pas seulement une science froide, c'est une arme. Une arme pour défendre, attaquer, convaincre. Très tôt, il est attiré par le droit commercial, cet endroit où la richesse, le risque, l'audace des entrepreneurs se heurtent au carcan des textes. Dans les cabinets où il fait ses débuts comme stagiaire, il découvre de l'intérieur la réalité d'une France qui se transforme. Les usines, les banques, les premiers géants industriels. Parmi ces nouveaux monstres d'acier et d'essence, il y a une industrie qui le fascine particulièrement, l'automobile. La voiture, à cette époque, n'est pas seulement un moyen de transport. C'est une promesse d'accélération du temps. Les distances se raccourcissent, les horaires deviennent plus serrés, les affaires se concluent plus vite. Chaque moteur qui démarre semble annoncer un compte à rebours permanent. Aller plus loin, plus vite ou disparaître. Paul Reynaud devient l'avocat de grandes sociétés industrielles. Il fréquente des patrons qui parlent de cadence, de productivité, de registre de commandes. Il comprend que la politique, un jour, devra se confronter à cette nouvelle réalité du temps compressé, de la décision prise en urgence. Sans le savoir, il s'entraîne déjà à ce qui deviendra sa marque. Décider vite, sous pression, quand chaque minute pèse des tonnes. Mais pour l'instant, il est encore loin des bancs de la Chambre. La politique, il la touche du doigt par les journaux, les réunions publiques auxquelles il assiste en observateur, les conversations. Dans les cafés enfumés où se croisent étudiants, journalistes, militants, il se rapproche des milieux républicains modérés, de cette France qui veut concilier ordre et liberté, patriotisme et modernité. On le voit parfois, au fond d'une salle, prendre des notes pendant qu'un député parisien fustige la menace allemande ou dénonce les faiblesses de la Troisième République. Ce n'est encore qu'un spectateur, mais un spectateur qui mémorise chaque geste, chaque intonation. Il décortique les discours comme d'autres démontent des moteurs. Et puis survient le choc qui va brutalement briser le rythme lent de ses ambitions. 1914. Les journaux s'emplissent de gros titres noirs. L'ultimatum, la mobilisation, la guerre. Pour toute une génération, la vie se met soudain à tourner autour d'un autre type de délai. Celui des offensives, des relèves, des permissions d'une semaine qu'on compte heure par heure. Paul Reynaud, comme tant d'autres, enfile un uniforme. On lui met un fusil dans les mains, on lui confie des hommes, puis on le jette avec eux dans un univers qui n'a rien à voir avec les amphithéâtres de la faculté de droit. Dans la boue des tranchées, il découvre la France dans ce qu'elle a de plus cru. Paysans d'Auvergne, ouvriers du Nord, instituteurs, bretons, étudiants parisiens, tous écrasés sous le même fracas d'artillerie. Les ordres descendent des états-majors comme des coups de tonnerre. Attaquer à l'aube, tenir coûte que coûte, tenir jusqu'à midi. Comme si l'on pouvait fixer une heure précise au courage. Chaque assaut est un compte à rebours. À telle heure, il faudra sortir. Ils savent que beaucoup n'auront pas le temps de voir la fin de la journée. Dans cet enfer discipliné par l'horloge, Paul Reynaud comprend une chose. Une décision prise loin du front, dans un bureau sec, peut m'ordindes disait doceni espay. Tuer ou sauver des milliers d'hommes en quelques minutes. C'est là aussi qu'un autre nom gagne progressivement un halo presque mythique, Philippe Pétain. Pour l'instant, ce n'est pas encore son rival, mais une silhouette qu'il observe de loin, comme un astre qui prend de plus en plus de place dans le ciel militaire français. On parle de sa prudence, de son sens de l'économie des vies humaines, de sa résistance héroïque dans les moments critiques, là où d'autres généraux ont sacrifié des régiments entiers pour quelques mètres gagnés. Pétain apparaît comme celui qui écoute ses hommes, qui sait dire non, qui ose s'opposer aux offensives suicidaires. Dans les tranchées, le contraste est violent. D'un côté, des ordres absurdes venus de chefs qu'on ne connaît pas, de l'autre, la légende grandissante d'un officier supérieur qui semble comprendre le prix réel d'une minute sous le feu ennemi. Paul Reynaud ne le sait pas encore, mais ce respect lointain se transformera un jour en affrontement frontal, d'une brutalité politique inouïe,
Un jour, il devra tenir tête à cet homme que la France aura élevé au rang de sauveur. La guerre le marque dans sa chair et dans son âme. Il voit mourir des camarades qui, quelques mois plus tôt, riaient avec lui autour d'une table. Il contemple des villages entiers pulvérisés, des arbres transformés en moignons noirs, des visages creusés par la peur. Lorsqu'il est blessé, la sensation du temps se dérègle encore. Les secondes s'étirent dans la douleur, l'attente de l'ambulance. Le trajet cahotant vers l'hôpital, allongé sur un lit, entouré de gémissements, il comprend que la France qui sortira de cet enfer ne pourra plus être gouvernée comme avant, que les sacrifices exigés donneront aux citoyens le droit d'exiger, en retour, des dirigeants à la hauteur. Il se jure alors une chose simple, brutale, intime. Si un jour il a du pouvoir, il ne regardera plus jamais un ordre écrit comme une simple formule administrative. Derrière chaque décision, il verra les visages du front, les morts qu'habille la pudeur des communiqués. Quand la guerre s'achève enfin, la France est victorieuse et brisée. Les villages de sa jeunesse ont envoyé leurs fils au front, et beaucoup ne reviendront pas. Des rues entières de Paris sont en deuil, mais politiquement, quelque chose s'est ouvert. Les anciens combattants, les officiers, les intellectuels revenus des tranchées sentent qu'ils ont gagné le droit de parler. Le temps des seuls notables bien nés semble vaciller. Pour Paul Reynaud, c'est le moment. Il ne veut plus être seulement l'avocat brillant de quelques grandes entreprises, il veut entrer dans l'arène où tout se décide, la Chambre des députés. Il retourne dans sa région avec un objectif clair, se présenter aux élections législatives. Pour la première fois, il affronte directement ce qui deviendra le moteur principal de sa vie politique, la confrontation, la rivalité. Le combat pour convaincre. Face à lui, il y a des adversaires déjà installés, des notables qui connaissent chaque maire, chaque curé, chaque patron de café. On lui explique poliment que la place est prise, que ses sièges ne se cèdent pas, qu'il faut attendre son tour, mais l'homme qui a survécu à la guerre n'a aucune intention d'attendre. Il n'a plus 15 ans devant lui pour faire ses preuves, dans l'ombre. Il sait que chaque législature peut être la dernière, avant une nouvelle crise, un nouveau drame. Le temps, pour lui, est devenu une matière inflammable. Sa campagne électorale, dans ses villages accrochés à la montagne, a tout d'un duel prolongé. On le voit arriver dans des salles des fêtes glaciales, cravache d'orateurs à la main, face à des paysans sceptiques qui l'écoutent, en silence, les bras croisés. En face, son principal concurrent, un radical solidement implanté, sûr de lui, appuyé sur des réseaux anciens, le regarde avec condescendance. Dans ses discours, il glisse des phrases venimeuses. « Mon jeune adversaire est très talentueux. À Paris. Mais Paris n'est pas ici. » C'est la première fois que Paul Reynaud ressent physiquement ce mélange de mépris et de peur que ses opposants nourriront si souvent à son égard. Ils le sentent dangereux, précisément parce qu'il va vite, parce qu'il n'entre pas dans le tempo lent des arrangements locaux. Sur les marchés, il serre des mains calleuses, explique, répète, détaille. Il parle d'impôts, de pensions pour les anciens combattants, de reconstruction. Mais surtout, il parle de temps. Vous avez donné 4 ans de votre vie à la guerre, dit-il à un ancien poilu, 4 ans arrachés à vos champs, à vos familles. Vous avez le droit d'exiger que, désormais, personne, à Paris, ne gaspille une seule journée de votre avenir. Ces phrases frappent. Il ne promet pas seulement des lois. Il promet d'utiliser le temps politique comme on utilise une ressource précieuse. Sans le dilapider, le soir du scrutin, la tension est électrique. Dans un bureau de vote éclairé à la lampe à pétrole, on ouvre les enveloppes une à une. Les noms se succèdent, monotones, jusqu'à ce que le sien commence à revenir plus souvent que celui de son adversaire. À mesure que la pile de bulletins portant Paul Reynaud grossit, une évidence s'impose. Le jeune avocat de Barcelonnette, revenu de la guerre avec une cicatrice et une volonté d'acier, vient de gagner son premier vrai combat politique. Il devient député de la nation, il franchit la porte de la Chambre comme on franchit une ligne de front, conscient que derrière, il n'y aura pas de retour en arrière. Dans l'hémicycle, le choc est à la hauteur de ses attentes, les boiseries, les bancs, le brouhaha continue, les discussions de couloir, les petits complots qui se trament dans les recoins. Il entre dans un théâtre permanent où chaque phrase peut faire ou défaire une carrière. Les vétérans l'observent avec ce mélange de curiosité et de méfiance qu'ils réserveront toujours aux nouveaux venus ambitieux.
Certains murmurent déjà « Celui-là va trop vite, il se brûlera ». Mais lui sait qu'il n'a pas le luxe de la lenteur parce qu'il a vu ce que coûtent les tergiversations. Parce qu'au fond de lui, une voix répète inlassablement « Un jour, peut-être plus tôt qu'il ne le croit, il se retrouvera à nouveau devant une carte de France couverte de flèches ennemies. Et ce jour-là, chaque heure comptera. Alors autant s'entraîner dès maintenant à affronter le temps, les rivalités, les résistances, sans jamais reculer. Imaginez la scène. Une chambre des députés pleine à craquer, l'air épais de fumée et de colère, des bancs qui vibrent sous les applaudissements, et des insultes qu'on lance à demi-voix, et, tout en haut de la tribune, un député presque seul contre tous qui ose prononcer ces mots glacés. Ce que vous appelez la paix, c'est une défaite sans combat. Ce député, hué par certains, admiré en secret par d'autres, c'est Paul Reynaud. Nous sommes à l'automne 1938, à la veille de la guerre, et le temps, déjà, lui file entre les doigts. Il sait qu'il ne reste plus que quelques mois, quelques centaines de jours au mieux, pour tenter de préparer une France qui a 20 ans de retard. Et pourtant, on le traite d'exagérateur, de casse-pied, de fou dangereux. Comment cet homme, venu d'une vallée perdue des Alpes, en est-il arrivé à défier, presque seul, toute la classe politique française? Sur la question la plus brûlante de son époque, résister ou céder devant Hitler? Revenons en arrière, dans les couloirs encore empesés de la victoire de 1918. Quand Paul Reynaud entre pour la première fois à la Chambre, au début des années 1920, il n'est encore que le député des Basses-Alpes, c'est un élu de province, sans grands appuis, sans fortune spectaculaire, sans nom prestigieux. Les premiers temps, on le remarque peu. Il s'assoit, observe, écoute. Il repère où se nouent vraiment les décisions, pas dans les grands discours officiels, mais dans ces conciliabules de couloir, dans les bureaux où l'on trace au crayon les lignes d'un budget, dans les dîners où l'on se met d'accord sur qui sera ministre, qui devra patienter. Très vite, il comprend une chose essentielle. Celui qui tient les cordons de la bourse tient une partie du destin du pays. Alors il se spécialise. Commission financière, débats techniques, chiffres que la plupart des députés redoutent. Lui s'en nourrit, il démonte les arguments, démonte les illusions, pointe les dépenses absurdes. Son ton est sec, précis, tranchant. Ça ne plaît pas à tout le monde. Face à lui, un autre type de politicien s'impose peu à peu. Le joueur de coulisses, l'homme des compromis souples, des amitiés utiles. Parmi eux, un nom revient sans cesse, Pierre Laval. Laval, l'ancien avocat lui aussi, mais qui a choisi une autre arme. Non pas la rigueur des chiffres, mais la souplesse des alliances. Là où Reynaud entre dans un dossier comme dans un combat frontal, Laval arrange, temporise, promet. Dès ces années-là, une rivalité sourde s'installe. Deux visions de la politique, deux manières de gérer le temps. Pour Laval, il faut laisser les choses se décanter, attendre le bon moment, composer. Pour Reynaud, chaque retard est un risque, chaque minute perdue une faute. Pourtant, la première grande leçon politique que Reynaud reçoit n'est pas une victoire, mais une gifle. En 1924, lors d'élections emportées par la vague du cartel des gauches, il perd son siège. Du jour au lendemain, il n'est plus rien. Plus de pupitre, plus de micro, plus de tribune. Le voilà renvoyé à son cabinet d'avocat, dans un Paris où l'on passe vite à autre chose. On le croise dans les couloirs des tribunaux, on lui demande « Alors, vous reviendrez à la Chambre ?» Il répond calmement qu'il n'en doute pas. Mais intérieurement, il sait qu'un trou de 4 ans dans une carrière politique peut être fatal. 4 ans, c'est une éternité dans un pays où les gouvernements tombent en quelques mois. Pendant cette traversée du désert, il ne se contente pas de ruminer, il travaille, encore. La France entre dans les années folles, mais il voit déjà se dessiner, derrière les façades de fête, les fragilités économiques, les illusions de prospérité infinie. Il lit les journaux étrangers, suit les débats sur les réparations allemandes, comprend que la question centrale des années à venir sera celle-ci. Que faire d'une Allemagne vaincue, humiliée, mais encore puissante? C'est là qu'il commence à formuler, dans ses notes, une idée qui ne le quittera plus. Si la France se laisse bercer par l'illusion de la sécurité, si elle ne profite pas des années 1920 pour moderniser son armée, son économie, ses institutions, alors elle paiera très cher plus tard chaque minute de retard.
En 1928, il revient dans l'arène, mais cette fois, ce n'est plus comme simple élu de province. Il conquiert un siège de député de Paris. La capitale, c'est un autre monde. Les journaux sont là. Toutes les grandes figures y sont observées, disséquées, caricaturées. Un bon mot peut faire un destin, une bourde peut le briser. Reynaud, que certains prennent encore pour un provincial monté à la ville, s'impose très vite comme un orateur redouté. Ses interventions, courtes, insérées, préparées comme des plaidoiries, il n'enrobe pas, il frappe. On commence à le surnommer l'avocat des causes difficiles. Chaque fois qu'un dossier semble ingérable, chaque fois qu'il faut dire des vérités désagréables, il se propose. Cette réputation finit par lui ouvrir les portes du gouvernement. En 1930, il devient ministre des colonies. Portefeuille prestigieux, certes, mais aussi miné. Il y découvre un empire immense, mal administré, coûteux, étiré sur plusieurs continents comme une couverture trop courte. Il se heurte déjà à ce qui deviendra son cauchemar permanent, le décalage entre le temps long des structures administratives et l'urgence des situations. Il réclame des réformes, du réalisme budgétaire, une meilleure gestion. On l'écoute poliment, on ajourne, on renvoie en commission, lui intérieurement fulmine, car au même moment, en Europe centrale, quelque chose d'inquiétant se met en marche. En 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne. Très vite, les discours haineux se transforment en actes, retrait de la Société des Nations, réarmement clandestin, écrasement de l'opposition. Dans les cafés parisiens, on en parle avec une curiosité mêlée de scepticisme. Un fou de plus, cela ne durera pas, dit-on. À la Chambre, beaucoup pensent de même. On se rassure avec des chiffres de canons, de chars, de divisions sur le papier. On se persuade que le traité de Versailles protège durablement la France. Paul Reynaud, lui, fait ses comptes autrement. Il additionne les années. Il compte les usines allemandes qui se remettent à tourner, les autodafés de livres, les premières persécutions contre les Juifs, la vitesse avec laquelle Hitler brise chaque engagement pris la veille, et il comprend ceci. Si l'Allemagne se réarme à marche forcée, si chaque discours nazi se transforme en décret dès le lendemain, alors la France, avec ses débats interminables et ses majorités fragiles, est en train de perdre une course, avant même d'avoir compris qu'elle avait commencé. Pendant que la plupart de ses collègues jouent à la montre, lui répètent dans les commissions « Nous n'avons plus 10 ans, peut-être pas 5. Chaque budget voté en dessous de ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est du sang français versé demain. » On le regarde avec un mélange d'admiration et d'agacement. Admirable, parce qu'il voit plus loin que la prochaine élection. Agaçant, parce qu'il met tout le monde face à ses responsabilités. La montée de Hitler, la remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss avec l'Autriche, tout cela confirme ses pires anticipations. Et pendant que les colonnes allemandes défilent à Vienne, la classe politique française est fracturée entre pacifistes sincères, réalistes, inquiets et opportunistes qui espèrent simplement durer. Parmi ces derniers, de vieux rivaux comme Laval continuent de défendre l'idée qu'on peut s'entendre avec Berlin, qu'il faut donner du temps au temps, négocier, éviter la confrontation directe. Pour Reynaud, c'est un cauchemar. Son principal concurrent politique défend, avec un calme glaçant, une ligne qu'il juge suicidaire. Puis vient 1938, l'année où tout bascule. Hitler exige les Sudètes, cette région de Tchécoslovaquie peuplée d'Allemands. Les semaines passent, les notes diplomatiques tombent comme des feuilles mortes. On parle de ultime avertissement, de dernier effort pour la paix. À Paris, le président du Conseil, Édouard Daladier, hésite. Les Britanniques poussent à la conciliation. Le mot qui circule dans les couloirs, c'est apaisement. Pour Reynaud, ce mot sonne comme une reddition. Il prend alors une décision qui le place en affrontement direct avec la majorité du pays. Lorsque les accords de Munich sont signés, ces feuilles de papier par lesquelles la France et le Royaume-Uni abandonnent la Tchécoslovaquie à Hitler en échange d'une paix illusoire. La Chambre doit les ratifier. Cette journée-là, les bancs sont pleins. On vient assister à ce qui ressemble à un moment de soulagement national. Et c'est là que Paul Reynaud monte à la tribune. Il sait qu'il est en minorité, il sait que, politiquement, ce qu'il s'apprête à dire peut le briser. Mais il sait aussi que l'horloge ne se trompe pas. Chaque territoire cédé, chaque dictateur rassuré, rapproche l'Europe d'un embrasement total. Alors il attaque. Il parle d'illusions, de faiblesse, de tromperie. Il dit que l'on est en train, sous couvert de paix,
de perdre une guerre qui ne porte pas encore son nom. Il martèle que Hitler ne s'arrêtera pas là, qu'il ne connaît que le langage du rapport de force. Dans l'hémicycle, les réactions sont violentes. Certains applaudissent, d'autres sifflent. On crie qu'il offense la France, qu'il méprise le soulagement des mères qui pensent que leurs fils ne partiront pas au front. Son rival, Laval, observe la scène avec ce demi-sourire de ceux qui pensent avoir encore une fois choisi le camp gagnant, celui de la majorité rassurée. Et pourtant, à peine quelques mois plus tard, c'est Reynaud que l'on va chercher. Car la réalité rattrape tout le monde. Hitler avale le reste de la Tchécoslovaquie. La Pologne est menacée. Les illusions de Munich se craquellent à la vitesse d'un verre jeté au sol. Daladier, usé par la crise, a besoin d'un homme capable de parler le langage qui désormais s'impose, celui de l'effort, de la mobilisation, de la rigueur. Reynaud devient alors ministre des Finances à la fin de 1938. Le portefeuille paraît technique. En réalité, c'est une bombe à retardement. Il découvre des finances publiques à bout de souffle, une industrie qui peine à suivre la cadence allemande, une opinion publique, fatiguée par les crises successives, traumatisée par la boucherie de 14-18. Son ennemi n'est pas seulement à Berlin, il est aussi à l'intérieur, dans ses habitudes administratives qui rendent chaque décision lente, dans ses réticences sociales à tout nouveau sacrifice. Il a moins de 2 ans, peut-être moins d'1 an, pour retourner la situation. Le temps, encore une fois, joue contre lui. Alors, il frappe vite. Décret-loi d'évaluation, remise en cause de la semaine de 40 heures instaurée par le Front populaire, relance de la production d'armement, les syndicats se soulèvent. La gauche hurle à la trahison sociale, même au sein du gouvernement. Certains ministres s'effraient de cette brutalité, mais lui sait que chaque usine qui ne tourne pas à plein régime aujourd'hui, c'est un canon qui manquera demain sur la ligne de front. Dans les réunions nocturnes à Matignon, on le voit, cravate desserrée, dos courbé sur des tableaux de chiffres. Répétez, si nous n'acceptons pas ces sacrifices maintenant, nous les paierons en sang. Vous voulez gagner du temps politique ? Vous êtes en train de perdre du temps militaire. À l'été 1939, tout s'accélère. Pacte germano-soviétique, ultimatum à la Pologne, mobilisation générale. Le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et pourtant, rien, ou presque, ne se passe sur le front occidental pendant des mois. C'est la drôle de guerre. Les journaux se moquent de ces soldats qui attendent, de ces officiers qui jouent aux cartes pendant que, de l'autre côté du Rhin, les usines tournent jour et nuit. Reynaud, au ministère des Finances, a l'impression de vivre un cauchemar à ciel ouvert. Officiellement, la France est en guerre. Dans les faits, tout le monde se comporte encore comme s'il s'agissait d'une parenthèse gênante qui finira bien par se refermer. Dans cette atmosphère d'irréalité, sa stature politique grandit. Il apparaît comme celui qui, depuis des années, annonçait ce qui arrive maintenant. Celui qui, dans ses discours, répétait que le temps serait le juge impitoyable des hésitations passées. Et cette fois, son principal rival n'est plus seulement Laval ou les pacifistes de la veille. Son rival, c'est le poids mort de tout un système, cette troisième république lente, fragmentée, éclatée en parties qui se détestent, cette machine institutionnelle incapable de décider vite. Lui veut accélérer, trancher, mobiliser. Eux veulent encore calculer, temporiser, préserver des équilibres fragiles. Au début de 1940, une série de revers diplomatiques et militaires, notamment en Scandinavie, finit par emporter Daladier. La France a besoin d'un nouveau chef de gouvernement. Les regards se tournent vers un petit nombre de noms. Reynaud est de ceux-là. Mais le temps joue encore une fois un rôle cruel. Il n'a que quelques heures pour construire une majorité, bâtir un cabinet, rassurer les uns, convaincre les autres. Le président de la République, Albert Lebrun, lui confie la mission de former un gouvernement. Il sort de l'Élysée avec cette phrase lancinante en tête. « Vous aurez du mal. Vous n'avez pas le choix. » Commence alors une course folle. Il lui faut, en moins de 24 heures, réunir autour de lui des hommes qui se détestent, intégrer des figures rassurantes pour l'opinion, tenir compte des militaires qui exigent plus de moyens, des partis qui réclament des gages. C'est là que se produit l'un des grands paradoxes de sa vie. Pour rassurer une droite méfiante, pour donner au pays le sentiment que l'armée a voix au chapitre, il décide d'appeler au gouvernement
Une figure auréolée de prestige depuis Verdun, le maréchal Philippe Pétain, l'ancien héros des tranchées, celui qu'il avait admiré de loin dans la boue de 14-18, devient vice-président du Conseil dans son futur cabinet. Sur le moment, cette décision paraît habile. Qui pourrait lui reprocher de s'entourer d'un symbole vivant de la résistance française? Mais, sans le savoir, en accomplissant ce geste tactique, Paul Reynaud introduit au cœur même de son gouvernement l'homme qui, quelques mois plus tard, deviendra son adversaire le plus implacable. Ce rival-là n'est plus seulement un concurrent politique, il incarnera, sous les ors de Vichy, une France prête à tout pour arrêter le temps, quitte à s'agenouiller. Le 21 mars 1940, après des négociations harassantes, des nuits sans sommeil, des allers-retours entre l'Élysée, la Chambre et Matignon, Paul Reynaud obtient enfin l'investiture. Il devient président du Conseil, il franchit le seuil de Matignon dans un silence tendu, entouré de dossiers, de cartes, de rapports alarmants venus du front. Sur son bureau, un calendrier est posé. Les jours y sont encore alignés sagement, comme si le temps suivait son cours normal. Mais, en réalité, le compte à rebours a déjà commencé. Dans moins de 2 mois, les blindés allemands déferleront sur la Belgique et le nord de la France. Et Paul Reynaud, l'enfant de Barcelonnette devenu chef du gouvernement, découvrira que, face à l'effondrement d'un pays, 20 ans, de combats, de mises en garde, de rivalités politiques se condensent en quelques semaines, où chaque heure, chaque décision, chaque confrontation avec ses adversaires, à Berlin comme dans son propre camp, pèsera plus lourd que toute une carrière. Imaginez un chef de gouvernement qui, en entrant dans son bureau, sait que son pays a peut-être 10 jours à vivre. Devant lui, une grande carte de la France, piquée d'épingles rouges. À chaque heure, quelqu'un ouvre la porte, ajoute une épingle, la plante un peu plus au sud. Et, à chaque fois, Paul Reynaud sent la même chose. Ce n'est pas seulement l'armée qui recule, c'est le temps lui-même qui s'effondre, minute après minute, sous ses yeux. Mars 1940. Il vient à peine de s'installer à Matignon, les tapis sont les mêmes que pour ses prédécesseurs, les dorures aussi, mais l'atmosphère a changé de nature. Ce ne sont plus des querelles de partis, des débats de retraite ou de tarifs douaniers. Derrière chaque dossier marqué urgent, il y a des vies, des milliers de vies. Dès les premiers jours, Reynaud veut rompre avec cette drôle de guerre, où la France et le Royaume-Uni sont officiellement en guerre, mais où presque rien ne se passe. Il convoque les chefs militaires, réclame des plans offensifs, des opérations en Scandinavie, en Méditerranée, n'importe où, pour prendre l'initiative. Face à lui, le général Maurice Gamelin, commandant en chef, incarne cette haute hiérarchie militaire prudente, confiante dans ses schémas, dans sa fameuse ligne Maginot, censée arrêter les Allemands comme un mur de béton arrête une vague. Dans les réunions, un dialogue de sourds s'installe. Reynaud, il faut bouger. L'ennemi ne nous attendra pas. Nous avons déjà perdu trop de temps. Gamelin, impassible. Monsieur le Président, l'armée française est prête. Si les Allemands attaquent, ils se briseront sur nos positions. Cette phrase, Reynaud l'entendra si souvent qu'elle finira par résonner comme une menace. Car lui ne croit pas au mur magique. Il sait que l'Allemagne a réinventé la guerre. Chars rapides, aviation concentrée, assauts coordonnés. Une guerre de vitesse, de surprise, de foudroiement. Or, la France, elle, continue de raisonner en kilomètres de tranchées, en jours de mobilisation, en semaines de débats au Parlement, pour voter chaque crédit. Pour secouer ce pays qui s'endort au bord du gouffre, Reynaud s'appuie sur un nouvel allié. À Londres, un député au cigare fumant, à la voix rocailleuse, commence à prendre le pouvoir. Le 10 mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre du Royaume-Uni. Le même jour, à l'aube, les Panzerdivisions de Hitler déferlent sur la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le téléphone sonne à Matignon avant même que Paris ne se réveille. On annonce des bombardements, des aéroports attaqués, des parachutistes signalés partout. Reynaud se lève d'un bond, enfile à la hâte son veston. La drôle de guerre vient de se terminer en quelques minutes. La vraie a commencé. Dans les premières heures, pourtant, beaucoup se rassurent. Le plan français, mis au point depuis des mois, est simple. Envoyer le gros des forces en Belgique pour y arrêter l'offensive allemande. Loin du territoire national, on a même un nom pour cela, le plan Dyle. Les trains de troupes s'ébranlent.
les blindés roulent vers le nord. À Paris, la presse titre « Nos armées vont à la rencontre de l'ennemi ». Comme si l'on avait le temps. Comme si tout cela n'était qu'un match à rejouer. Reynaud, lui, regarde autre chose. Les rapports venus de l'air. Les signaux de reconnaissance d'unités allemandes qui se massent non pas seulement face à la Belgique, mais plus au sud, vers les Ardennes, cette région boisée que l'état-major juge impraticable pour des blindés. Il a un mauvais pressentiment. Il harcèle Gamelin de questions. Et si les Allemands passent par là? Et si vos hypothèses sont fausses? Gamelin répond avec cette assurance glaciale. Ils ne le feront pas. Et s'ils le font, nous les bloquerons. Les jours suivants, les nouvelles arrivent comme des gifles. Les Pays-Bas s'effondrent en quelques jours. La Luftwaffe écrase Rotterdam sous un déluge de bombes. Mais le vrai séisme a lieu ailleurs, à Sedan. Les 13 et 14 mai 1940, les chars allemands percent le front français à Sedan, la même où, en 1870, l'armée de Napoléon III avait été écrasée par la Prusse, comme un mauvais remake de l'histoire. Des régiments entiers reculent, paniquent, fuient sous le bombardement. Des ponts sautent trop tard, des ordres arrivent trop tôt ou pas du tout. Le 15 mai au matin, quand Reynaud décroche le téléphone et entend du bout du fil la voix blanche de Gamelin qui lâche. La situation est grave. Il comprend que, derrière ces mots polis, il y a autre chose. Alors il insiste. « Que voulez-vous dire exactement ?» Et la réponse tombe, nue, brutale, c'est le désastre. Dans son bureau, à cet instant, quelque chose se fêle. Pendant des années, il a répété que la France payait son retard, son refus de voir, son obsession du plus tard. Là, le plus tard vient de frapper en un éclair. Commence alors, pour lui, une nouvelle course contre la montre. Mais cette fois, ce n'est plus pour éviter la guerre. C'est pour éviter l'effondrement total. Le 16 mai, Churchill arrive en urgence à Paris. La scène est presque surréaliste. Dans un salon du ministère de la Guerre, des cartes sont étalées sur des tables trop petites. Les généraux français, raides, tracent des flèches hésitantes. Churchill demande « Où est la réserve stratégique? Où sont vos divisions fraîches ?» Silence gêné. Gamelin admet qu'il n'y en a plus. Tout a déjà été engagé, trop tôt, trop vite, trop loin. Reynaud, à côté de Churchill, sent la colère monter. Comment a-t-on pu engager un pays entier dans une guerre sans se garder la moindre marge, le moindre temps de manœuvre? Après le départ de Churchill, Reynaud sait qu'il doit trancher. Il n'a plus confiance en Gamelin. Le 19 mai, il le remplace par le général Maxime Weygand, rappelé du Levant, un militaire respecté, mais qui découvre un champ de ruines. Ce changement, beaucoup y voient un sursaut. En réalité, c'est aussi le début d'un nouveau front pour Reynaud, un front intérieur. Car Weygand, bientôt rejoint par le maréchal Pétain, déjà vice-président du Conseil depuis mars, n'a pas la même vision que lui. Pour Reynaud, même battu, la France doit continuer la guerre, reculer si nécessaire jusqu'en Afrique du Nord, s'acharner pour gagner. Du temps, précisément, le temps que l'industrie britannique et, peut-être, américaine, se mettent en branle. Pour Weygand, pour Pétain, la priorité est autre. Il faut sauver l'essentiel, éviter selon eux un massacre inutile, arrêter l'hémorragie, quitte à négocier avec Hitler. À partir de là, deux horloges se mettent à tourner dans des directions opposées, au cœur même du gouvernement. L'horloge de Reynaud. Chaque journée de résistance gagnée est une chance de plus de renverser la situation, de rallier l'Empire, la flotte, les alliés. L'horloge de Pétain et de Weygand. Chaque journée de combat perdu est un nouveau cimetière, une nouvelle colonne de réfugiés, une raison de plus de demander l'armistice. Sur les routes de France, ces horloges prennent un visage. Des millions de civils, fuyant les bombardements, s'entassent sur les chemins. Charrettes, poussettes, valises ficelées à la hâte, meubles empilés sur des camions réquisitionnés. On parle de 8, peut-être 10 millions de personnes, une marée humaine qui empêche les camions de munitions d'avancer, ralentit les renforts, étouffe chaque tentative d'organisation. Depuis les fenêtres du train gouvernemental, Reynaud voit ces files interminables, ces familles qui dorment dans les fossés, ces vieillards épuisés. Et il se répète, presque mécaniquement, « Tout cela, c'est le prix de nos années perdues ». Le 10 juin, Paris est déclarée ville ouverte. Le gouvernement quitte la capitale, d'abord pour Tours, puis pour Bordeaux. Au passage, on brûle des archives,
On évacue des caisses pleines de documents secrets, on démonte des émetteurs radio, derrière les rideaux baissés des wagons, c'est toute une république qui essaie de déménager dans l'urgence, poursuivie par les blindés ennemis. À Tours, le contraste est saisissant. Dans les salons d'un petit hôtel transformé en siège provisoire, on discute de l'avenir d'un pays, alors qu'à quelques centaines de kilomètres, des villes s'embrasent, des ponts sautent, des soldats épuisés reculent en titubant. Reynaud passe son temps à la radio, au téléphone, à la table du conseil. Il enchaîne conseil de guerre, entretien avec Churchill, réunion avec ses ministres. La nuit, il ne dort presque plus. On le voit, une lampe allumée tard, courbée sur des cartes. C'est dans cette atmosphère que la rivalité, jusque-là feutrée, entre lui et le maréchal Pétain prend une dimension presque tragique. Pétain, silhouette massive, visage creusé, uniforme couvert de décorations, reste silencieux dans les réunions, puis lâche de courtes phrases qui tombent comme des jugements. Il faut cesser le combat? Nos forces sont brisées? Le pays n'en peut plus? Ces mots frappent les esprits. Beaucoup de ministres, fatigués, effrayés, impressionnés par ce vieil homme auréolé de Verdun, commencent à se ranger derrière lui. Dans les couloirs, on entend « Pétain, lui, sait ce que c'est, une guerre. S'il dit que c'est fini ?» Reynaud serre les dents. C'est lui qui a fait entrer Pétain au gouvernement pour rassurer l'opinion, pour donner une figure paternelle à une France inquiète. Et voilà que ce même Pétain s'impose comme le champion de la solution qu'il aborde, l'armistice. Dans l'ombre, un autre adversaire, plus sournois, tisse sa toile, Pierre Laval. Laval n'est pas encore au premier plan, mais à Bordeaux, il s'active. Il reçoit, il murmure, il rassure les uns, promet aux autres que si l'on négocie avec Hitler, on pourra sauver quelque chose. Il voit dans la tempête une occasion, affaiblir Reynaud, hisser Pétain au pouvoir, et, derrière lui, revenir lui-même au centre du jeu. Au fil des jours de juin, les réunions de conseil deviennent des combats à huis clos. D'un côté, Reynaud, soutenu par quelques irréductibles comme Georges Mandel, qui plaident pour continuer la lutte à partir de l'Afrique du Nord, et un général encore peu connu, un certain Charles de Gaulle, que Reynaud vient de nommer sous-secrétaire d'État à la guerre. De l'autre, Pétain, Weygand, et de plus en plus une majorité silencieuse de ministres qui, sans l'avouer, rêvent de paix, même honteuse, pour sortir de ce cauchemar. Le 11 juin, à Briare, puis le 13 à Tours, Churchill revient rencontrer Reynaud et les chefs français. L'atmosphère n'est plus la même que le 16 mai. Cette fois, Weygand expose sans détour son pessimisme. La bataille de France est perdue. Churchill, stupéfait, supplie, promet une aide, propose d'envoyer davantage d'avions, de couvrir une retraite générale vers le sud, ouest, vers l'Atlantique. Mais au fond de la salle, Pétain murmure à ses voisins « En conscience, je ne peux pas approuver la poursuite des combats. » Reynaud voit les regards se détourner de lui, se tourner vers le maréchal. Il comprend que le temps lui échappe, non seulement sur les cartes, mais autour de la table. À Bordeaux, la tension atteint son paroxysme. Il y a, dans ces journées de la mi-juin, quelque chose d'irréel. Alors que la Wehrmacht approche de la Loire, que Paris est occupé, que l'exode paralyse tout, les ministres débattent de colonnes, de chiffres, de formulations juridiques, de nuances entre cesser le combat et demander un armistice. Chaque mot peut décider du destin de millions d'hommes. C'est alors qu'un dernier rebondissement, digne d'un roman, survient. Le 16 juin 1940, alors que le Conseil semble pencher irrémédiablement vers la demande d'armistice, un messager apporte un télégramme venu de Londres. Churchill, poussé par quelques conseillers, dont de Gaulle, propose une idée qui semble folle. Une union franco-britannique immédiate, un seul gouvernement, une seule citoyenneté, une fusion des deux nations pour continuer la guerre ensemble, coûte que coûte. Lorsque Reynaud lit ce texte, ses mains tremblent. Ce projet insensé est aussi peut-être sa dernière carte. Il se précipite au conseil, brandit le document. Voilà la réponse. Nous ne serons pas seuls. Nous pouvons continuer le combat avec les Anglais comme une seule nation. C'est un sursaut, une issue? Mais à peine a-t-il fini qu'il voit les visages se fermer. Pétain, indigné, réagit violemment. C'est la fusion avec un pays en guerre. C'est livrer la France à l'Angleterre. Jamais je ne signerai cela. Weygand renchérit. Nos armées sont battues. Une union ne changera rien au déséquilibre des forces sur le terrain. Ce serait prolonger inutilement les souffrances.
Autour de la table, les ministres oscillent, hésitent, puis, l'un après l'autre, glissent du côté de ceux qui veulent l'armistice. Reynaud, épuisé, les yeux cernés, comprend alors qu'il a perdu, pas seulement la bataille politique, il a perdu la bataille du temps. Son pays n'a plus l'énergie de se battre, plus la patience d'attendre un possible retournement de la situation. Le soir du 16 juin, il se rend à l'Élysée. Dans le bureau du président Albert Lebrun, il dépose sa démission. Ses mots sont simples. « Je ne peux pas présider un gouvernement qui demande l'armistice ». Il espère encore, au fond de lui, que Lebrun appellera un autre homme décidé à continuer la lutte, peut-être Mandel, peut-être De Gaulle, peut-être quelqu'un d'autre, mais il sait aussi que, dans les couloirs, Pétain et Laval attendent déjà. Lebrun hésite à peine. Quelques heures plus tard, c'est Pétain que l'on charge de former un nouveau gouvernement. Le vieil homme, autrefois coopté par Reynaud pour rassurer la nation, devient chef de l'État. L'un des plus cruels retournements de situation de la vie de Paul Reynaud vient de se produire. En croyant gagner du temps en associant Pétain à son cabinet, il a, sans le savoir, préparé l'arrivée au pouvoir de celui qui va accepter l'armistice, puis la collaboration avec l'occupant. Reynaud, lui, se retrouve soudain nu politiquement. En quelques heures, il passe de chef du gouvernement à simple député sans portefeuille, dans un pays occupé, coupé en deux, livré à l'arbitraire des vainqueurs et au calcul de ses anciens collègues. Il pourrait, à ce moment-là, choisir la facilité, se taire, s'effacer, se retirer dans le silence. Mais il ne sait pas faire cela. Même vaincu, il continue à se battre contre la montre. Dans les jours qui suivent, alors que Pétain prononce à la radio son discours du 17 juin, « Je fais à la France le don de ma personne ». Pour atténuer son malheur, Reynaud cherche encore une issue. Il pense à rejoindre l'Afrique du Nord, à rallier ces territoires où le drapeau français flotte encore sans la botte allemande. Il échange avec De Gaulle, qu'il a contribué à envoyer à Londres quelques jours plus tôt. Ce général inconnu, qu'il avait repéré pour son énergie, est désormais la seule voix française libre à la BBC. C'est l'un des paradoxes les plus saisissants de ces semaines. Reynaud, renversé, affaibli, voit pourtant se dessiner, à travers De Gaulle, une part de ce qu'il souhaitait. La poursuite du combat, ailleurs, autrement, mais pour lui-même, le temps se resserre encore. Le nouveau régime de Vichy, pour consolider sa légitimité, a besoin de coupables. Il lui faut des responsables de la défaite, des têtes à montrer du doigt, et quoi de plus commode que cet ancien chef du gouvernement qui a osé dire non à l'armistice, qui incarne, malgré la débâcle, la continuité de la guerre. Les journaux soumis à la censure commencent à diffuser l'idée que Reynaud, avec ses dévaluations, ses réformes, son obstination à poursuivre la lutte, serait le fossoyeur de la France. On lui reproche tout. D'avoir trop tardé, d'avoir trop précipité, d'avoir trop cru aux Anglais, pas assez à Pétain. Laval, désormais, revenu en grâce, observe à distance cette campagne. Elle sert parfaitement ses intérêts. Plus Reynaud est discrédité, plus disparaît le souvenir d'un autre chemin possible que celui de la soumission. En septembre 1940, la machine se met directement en marche contre lui. Paul Reynaud est arrêté par les autorités de Vichy. On l'emmène, loin des regards, vers une série de prisons et de lieux d'internement. Dans un fort perdu au pied des Pyrénées, derrière des portes de fer, le temps, pour lui, change encore de nature. Fini les conseils de ministres, les cartes étalées, les télégrammes chiffés, il n'a plus devant lui que des murs humides, des barreaux, et ce bruit terrible du temps qui ne sert plus à rien. Le goutte à goutte, régulier d'une fuite d'eau dans un seau, mais ce que ces geôliers n'ont pas prévu, c'est que ce temps mort, cet enfermement, ne sera pas seulement une punition, ce sera aussi une incubation, car dans ces années volées, dans ce silence imposé, Paul Reynaud va ruminer, recomposer, analyser tout ce qui a conduit la France à l'abîme, les illusions des années 1930, la lenteur de la Troisième République, la lâcheté de certains, la clairvoyance de quelques-uns. Et surtout, il va nourrir cette conviction qui l'accompagne depuis Barcelonnette, qu'un jour ou l'autre, l'histoire rattrape ceux qui veulent gagner du temps en renonçant à leurs principes. Ce jour-là, il ne sait pas encore quand il viendra, ni sous quelle forme. Il ignore qu'il sera, plus tard, traîné devant un tribunal d'exception à Riom, livré ensuite aux Allemands, emprisonné en Allemagne.
et qu'il reviendra, après la libération, s'asseoir de nouveau sur les bancs d'une Assemblée nationale. Pour l'instant, dans sa cellule, l'ancien chef du gouvernement écoute simplement ce bruit obstiné. Une goutte, puis une autre, puis encore une autre. Chaque goutte comme un rappel cruel de ses minutes perdues, de ses avertissements ignorés, de ses décisions qu'il a prises trop tard ou trop seul. Mais aussi peut-être comme le battement lointain d'une autre horloge, prête à se remettre en marche, celle d'une France qui, un jour, voudra comprendre comment, dans le fracas de 1940, un homme avait tenté, jusqu'à la dernière minute, de lui faire gagner ce qui lui manquait le plus, du temps. Imaginez la scène. Le même homme qui, quelques mois plus tôt, signait les décrets de guerre à Matignon, se tient maintenant dans une cour glaciale, entre des murs humides, attendant qu'on l'appelle par un numéro. Pas de dorure, pas de drapeau tricolore, juste un surveillant qui crie un nom, Reynaud, et une porte qui s'ouvre sur un couloir étroit, comme si l'histoire elle-même s'était rétrécie autour de lui. Au fond de ce couloir, un autre décor l'attend. Non plus la cellule nue du fort, mais une salle de tribunal improvisée, un rium, une estrade, des juges en robe, un portrait de Pétain au mur. Le régime de Vichy s'apprête à faire son grand numéro, transformer ceux qui ont voulu résister à Hitler en coupables de la défaite. Dans le box, à côté de Reynaud, Léon Blum, Édouard Daladier, des visages qui ont dirigé la France avant la guerre. On les a rassemblés là comme des spécimens, pour prouver au pays que tout est de leur faute. Pourtant, ce que Vichy imagine comme un procès à charge va tourner par moments à la contre-attaque. Car Reynaud, même amaigri, même brisé par des mois d'internement, n'a rien perdu de sa lucidité, ni de son goût du combat. Il sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps. Quelques audiences, quelques heures au micro, avant que les juges ne le fassent taire. C'est une nouvelle course contre la montre, non plus pour sauver la France, mais pour sauver au moins la vérité sur ces journées de 1940. Quand on lui demande s'il reconnaît sa responsabilité dans la défaite, il relève la tête, ajuste ses lunettes et lâche cette phrase. Calme, tranchante. Je reconnais ma responsabilité d'avoir voulu que la France continue la guerre. Je ne regrette pas cette volonté. Dans la salle, un frisson. On attendait un homme à genoux, on découvre un accusé qui renvoie les questions vers ses juges. À plusieurs reprises, il évoque les avertissements ignorés, les refus de réarmer, les illusions de ceux qui croyaient acheter la paix en abandonnant la Tchécoslovaquie ou en se méfiant davantage de Londres que de Berlin. Il ne cite pas toujours les noms, mais chacun devine. Derrière ces certains responsables, il y a justement ceux qui, aujourd'hui, l'accusent. Le procès voulu comme une condamnation exemplaire commence à ressembler à une mise en cause du régime de Vichy lui-même. Et puis, soudain, le temps se brise de nouveau. En 1942, alors que le procès de Riom peine à convaincre l'opinion et inquiète même Berlin, les autorités allemandes décident d'interrompre la mascarade. Plus de séances, plus de plaidoyer. Les accusés sont remballés, dispersés. Pour Reynaud, c'est un nouveau twist cruel. On lui arrache le micro au moment même où il commençait à retourner l'attaque. On le livre alors aux Allemands, le voilà transféré de convoi en convoi vers l'Est. Château de Chazeron, forteresse de Königstein, puis, finalement, un étrange château perché au Tyrol, entouré de murs crénelés et de sapins sombres, le château d'Itter. Ici, les nazis ont réuni un groupe très particulier de prisonniers français de haut rang. Dans les couloirs, Reynaud croise Daladier, Gamelin, Weygand, ces mêmes hommes qu'il avait congédiés ou affrontés avant la défaite, et avec qui il partage désormais la même captivité, la même soupe claire, les mêmes promenades surveillées. Imaginez l'ironie. L'ancien président du Conseil, l'ancien commandant en chef de l'armée, l'ancien président de la Chambre, tous enfermés ensemble, gardés par des SS, discutant chaque jour de la France, de leurs erreurs, de ce qu'ils auraient dû faire. Les rivalités ne disparaissent pas, elles changent simplement de cadre. Dans la cour du château, sous la neige, Reynaud et Gamelin reparlent de Sedan, de l'absence de réserve, de ce fameux « c'est le désastre ». Chacun cherche à sauver sa part d'honneur, à imposer sa version des faits, comme si l'histoire continuait de se jouer là, derrière les barbelés. Et pourtant, dehors, la vraie horloge tourne. Le Reich s'effondre, les armées alliées approchent.
Au printemps 1945, un nouveau compte à rebours commence pour ces prisonniers de luxe. Qui arrivera le premier au château d'Iter? Les SS prêts à les éliminer ou les troupes qui avancent vers l'Autriche? Pour Reynaud, désormais sexagénaire, ce n'est plus seulement une métaphore. Chaque jour de plus en détention peut être le dernier, puis survient un épisode presque incroyable, digne d'un film de guerre. Début mai 1945, une poignée de soldats allemands de la Wehrmacht, hostiles aux SS, se rallient à un petit détachement américain. Ensemble, ils montent vers le château d'Iter pour protéger les prisonniers français. Des Allemands qui défendent d'anciens dirigeants français contre d'autres Allemands, le monde à l'envers. Le 5 mai, après un bref combat autour des murailles, les SS sont repoussés. Les portes s'ouvrent. Reynaud découvre dehors des uniformes américains et allemands côte à côte, venus, cette fois, pour le sauver. Quand il rentre en France, il n'est plus celui qui est parti. Son visage s'est creusé, son dos s'est voûté, mais ses yeux restent brûlants. À la gare, il ne trouve ni tapis rouge ni musique militaire. La France n'a pas vraiment le temps de célébrer ce revenant. Elle se reconstruit, elle juge les collaborateurs, elle découvre les camps. Pour beaucoup, le héros du moment, c'est le général de Gaulle, le chef de la France libre, celui qui a parlé à la BBC quand les autres se taisaient. Reynaud, lui, arrive avec une histoire différente, celle d'un homme qui a essayé de résister depuis l'intérieur du système, puis a été réduit au silence. Très vite, pourtant, il refuse le rôle du spectateur. Dès 1945, il reprend le chemin des assemblées, d'abord consultatives, puis élues. Il retrouve ce qu'il connaît le mieux. Les bancs, les micros, les hémicycles, ces lieux où se prennent des décisions souvent trop tard, mais où il croit encore possible de gagner quelques batailles. Il redevient député, se bat sur les questions budgétaires, monétaires, comme autrefois, mais avec une obsession nouvelle. Tout faire. Pour que la France ne revive jamais 1940, pendant que la 14e République se met en place, avec ses coalitions fragiles et ses crises ministérielles à répétition, Reynaud observe un détail qui le hante. Les gouvernements tombent, se succèdent, parfois en quelques mois à peine. Les présidents du Conseil défilent comme des silhouettes derrière un rideau mal fixé et lui se répète intérieurement « Nous recommençons ». Nous jouons encore avec le temps comme si nous en avions à l'infini. Il multiplie les mises en garde à la tribune. Un exécutif trop faible, des majorités introuvables, c'est exactement ce qui avait paralysé la France dans les années 1930. Il plaide pour un pouvoir plus stable, un président du Conseil mieux armé, moins tributaire des humeurs de la Chambre. Mais ces discours se perdent souvent dans le brouhaha des querelles de partis, des alliances de circonstances. Il n'est plus au centre du jeu. Il n'est qu'une voix, parmi d'autres, dans un régime qui semble condamné à égrener des cabinets éphémères. Pourtant, une idée qu'il chérit depuis longtemps commence, elle, à prendre corps, l'union de l'Europe. Ce vieux libéral, qui a vu la guerre déchirer 2 fois le continent, rêve d'un mécanisme qui rende la prochaine presque impossible. Qu'en est la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis les premiers projets d'intégration, il y voit plus qu'un instrument économique, une façon de piéger le temps, d'empêcher le retour des engrenages fatals. Mettre en commun les usines qui fabriquent les canons, c'est aussi rendre plus difficile la tentation d'en refaire à la va-vite contre son voisin. Dans l'hémicycle, certains le regardent avec scepticisme, encore une chimère d'intellectuel. Mais lui insiste. Il sait à quel point, en 1938, quelques mois, quelques semaines de plus, auraient peut-être permis d'éviter le pire si l'Europe avait parlé d'une seule voix. Il plaide donc pour les traités, pour les communautés, pour cette construction lente, technocratique parfois, mais qu'il voit comme un pari sur la durée, à l'opposé de la politique du coup par coup qu'il exècre. Sa rivalité, désormais, n'est plus seulement avec les hommes, mais avec le récit qui se construit sur l'histoire récente. Dans la mémoire collective qui s'installe après la Libération, la figure centrale de 1940-1944, c'est De Gaulle. Le chef de la France libre, l'appel du 18 juin, la résistance intérieure. Tout cela compose un récit puissant, cohérent, presque mythique. Où placer là-dedans un président du Conseil qui a tenté de continuer la guerre, mais a été balayé avant d'y parvenir? Reynaud sent que son rôle, pourtant décisif, risque d'être réduit à une note de bas de page. Alors il se lance dans une nouvelle bataille, encore une course contre le temps, celle de l'écriture.
Il sait qu'il vieillit, que son cœur fatigue. Il sait surtout que si lui ne raconte pas ses journées de mai-juin 1940 de l'intérieur, d'autres le feront à sa place, avec leurs propres angles morts, leurs propres règlements de compte. Dans son bureau encombré de papiers, il se remet à écrire comme il se battait, avec ténacité, avec minutie, avec cette obsession de préciser chaque date, chaque échange, chaque coup de téléphone. Page après page, il recompose ces semaines où chaque heure comptait. Il ne se présente pas en héros infaillible. Il parle aussi de ses hésitations, de ses erreurs, de ses décisions prises trop tard, parce que l'information remontait mal, parce que les hommes n'étaient pas prêts. Mais il refuse une chose, l'idée qu'il aurait trahi la France en voulant poursuivre la guerre. Au contraire, il veut montrer que la vraie trahison est venue de ceux qui, obsédés par la peur du sacrifice, ont offert le pays à Hitler en échange d'une illusion de tranquillité. Pendant ce temps, le monde continue de tourner. Les guerres coloniales déchirent l'Indochine, puis l'Algérie. À chaque nouvelle crise, Reynaud retrouve, avec une amertume familière, ce modèle qu'il connaît trop bien. On diffère, on temporise, on signe des accords qu'on ne respecte pas longtemps, on espère gagner quelques mois, quelques années, au lieu de trancher vraiment. Là encore, il met en garde, jouer avec le temps, c'est prendre le risque d'un effondrement soudain, d'un cédant politique qu'on n'aura pas vu venir. Dans les années 1950, il observe, parfois avec admiration, parfois avec distance, le retour sur scène de celui qu'il avait, un jour, de juin 1940, nommé brièvement sous-secrétaire d'État, Charles de Gaulle. Le général, devenu l'icône de la résistance, incarne exactement ce que Reynaud réclamait autrefois. Un exécutif fort, un chef capable de tenir tête au parti, de décider vite, quand éclate la crise algérienne et que la 40e République vacille, Reynaud voit se rapprocher ce qu'il appelait de ses vœux, la fin. De l'instabilité chronique, mais le twist est cruel. Ce renforcement de l'exécutif ne portera pas son nom. Ce sera la veuve république, marquée du sceau de Gaulle, l'homme qui, en 1940, incarnait pour Reynaud l'espoir d'une résistance militaire, devient aussi celui qui impose un nouveau régime, institutionnel, là où lui-même avait échoué à convaincre. Reynaud, vieillissant, regarde cela avec un mélange de satisfaction et de frustration. Oui, il voit advenir les institutions fortes qu'il appelait de ses vœux, mais non, personne ne se souvient qu'il en défendait le principe depuis des décennies. Reste pour lui un dernier champ de bataille, celui de la mémoire. Dans les années 1960, alors que ses forces déclinent, il se concentre sur ses mémoires, sur des conférences, sur des articles où il revient encore et encore sur ce qu'il estime être la leçon centrale de son existence politique. Il raconte Barcelonnette, la défaite de 1870, la marche des prisonniers sous la pluie. Il raconte les années 1930, les avertissements ignorés, l'illusion des paix à bon marché. Il raconte Matignon, Gamelin, Churchill, l'union franco-britannique avortée, la démission du 16 juin. Mais surtout, il insiste sur ce fil rouge qui relie tout, la manière dont un pays gère son temps. Le temps de se préparer, le temps de décider, le temps de renoncer à l'illusion qu'on pourra toujours remettre au lendemain. Pour lui, la France de 1940 n'a pas été vaincue seulement par les chars allemands, mais par des années d'ajournement, de demi-mesures et de compromis qu'on croyait malins et qui se sont révélés mortels. Dans ces dernières années, affaibli, il reçoit parfois des jeunes élus, des journalistes, des étudiants qui viennent l'interroger. Certains n'ont pas vécu la guerre. Pour eux, 1940, c'est déjà presque de l'histoire ancienne. Une date dans un manuel. Alors il leur pose une question simple. Quand vous hésitez à décider, demandez-vous toujours, est-ce que je gagne vraiment du temps ou est-ce que je ne fais que repousser l'inévitable en payant un prix plus lourd demain? Ce n'est plus seulement un conseil de vie politique, c'est le résumé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a subi, de ce qu'il a essayé, désespérément, de corriger. Le 21 septembre 1966, à Paris, l'horloge s'arrête pour lui. Il meurt à 87 ans, loin des fracas de 1940, dans un pays transformé. La veuve république est solidement installée. L'Europe commence à prendre forme. Les cartes du monde ne ressemblent plus à celles qu'il fixait autrefois. Des nuits entières, à Matignon. Aucun canon ne tonne pour lui. Aucune foule ne se masse sur les boulevards.
Mais dans les discours prononcés à l'Assemblée, quelques voix rappellent qu'en juin 1940, alors que presque tout invitait à la résignation, un homme avait tenté, quelques jours encore, de forcer le destin. Aujourd'hui, quand on prononce son nom, il reste dans l'ombre des géants que l'histoire a mis en pleine lumière. De Gaulle, Churchill et Pétain même, tant son nom est associé à un tournant dramatique. Et pourtant, si l'on regarde de près, si l'on remonte le fil des décisions, on découvre autre chose. Un homme qui n'a cessé de lutter contre une ennemie invisible mais implacable, plus redoutable encore que les divisions blindées. Cet ennemi, c'était la tentation du plus tard. Paul Reynaud n'a pas sauvé la France en 1940. Il n'en avait sans doute plus les moyens. Mais il a tenté jusqu'à la dernière minute de lui faire gagner ce qui lui manquait le plus. Quelques jours, quelques semaines de résistance, assez pour que le temps bascule du bon côté. Et, dans ses prisons, dans ses hémicycles, dans ses livres, il n'a cessé de marteler la même leçon, qu'un pays qui croit pouvoir toujours acheter la paix, la stabilité ou le confort en sacrifiant un peu de courage, sacrifie en réalité quelque chose de bien plus précieux et qu'il ne reverra jamais, le temps.